bonsoir à tout le monde. Moi, je suis Agathe Midi, je travaille à la Fabrique et je suis en charge notamment de coordonner la Fab Academy. Donc, j'ai le plaisir ce soir de vous retrouver pour ce dernier live de questions-réponses. Ce soir, ça porte sur la deuxième semaine du parcours, donc les 6 épisodes qui portaient sur le thème l'entrepreneuriat social en pratique. Et donc, à travers ces 6 épisodes, comme vous avez pu le voir, il y avait 3 thématiques qui étaient abordées. Donc, l'éducation et l'entrepreneuriat social, la santé et l'entrepreneuriat social, et enfin l'agriculture et l'entrepreneuriat social. Et à travers les différents épisodes, vous avez pu découvrir des entrepreneurs sociaux. Et on a la chance ce soir d'en avoir quelques-uns avec nous qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, d'ores et déjà, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Voilà, alors comment ça va se passer ce soir? Donc, on a 1 heure ensemble et comme il y a 3 thématiques, je vous propose qu'on fasse 20 minutes par thématique. Et donc, on va commencer par la thématique de l'éducation. Ensuite, on échangera sur la thématique de la santé et enfin de l'agriculture. Et donc, pour l'éducation, on a la chance de recevoir Fanta Monet, que vous avez eu la chance de découvrir peut-être dans les épisodes que vous avez, qui était l'épisode, je pense, l'épisode 6. Voilà, donc qui est la fondatrice de Malaika's Garden. Euh, Ensuite, pour la santé, on a la chance de recevoir Gérard Nyondiko, qui est le cofondateur de Maya. Et concernant la troisième thématique, on a ce soir Aimé Caboret, qui est le fondateur de Green Hope, qui pourra répondre aussi à toutes vos questions sur cette troisième thématique. Voilà, alors sans plus tarder, je vous propose qu'on commence voilà, avec la première thématique. Et du coup, notre première intervenante, euh, Fanta, tu es là? Bonjour, Oui, bonsoir Fanta, comment ça va? bien, merci. Ok, ok. Heureuse de vous retrouver. Nous aussi, très très heureuses. Alors, ce que je te propose, c'est déjà de te représenter, voilà, un peu plus en détail. Tu peux nous présenter, bon, normalement, tout le monde a visionné l'épisode sur Malaika's Garden, mais voilà, tu peux en dire quelques mots. Et puis surtout, peut-être que voilà, tu peux aussi nous partager un petit peu ce qui s'est passé depuis fin 2021, parce que comme c'était précisé dans les vidéos, les épisodes ont été tournés en fait en fin 2021 et donc ça fait 2 ans. Et donc il a dû se passer quand même des choses, des évolutions au sein de l'entreprise sociale. Les écoles Malaika's Garden. Donc peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ça. Et en attendant, les participants, je vous invite à laisser vos questions dans le chat pour Fanta. Voilà. Ok, Du coup, je te laisse la parole. merci Agathe. Je suis Fanta Porgo. Je suis entrepreneur social, promotrice des écoles Malaicas Garden. Je suis une maman avant tout. Euh, donc, rendre l'accès à une éducation de qualité possible pour tous. C'est donc ce qui me pousse à me lever chaque matin avec une grande détermination, mais surtout à m'endormir chaque soir avec une grande satisfaction. Malaikas Garden a été créé en 2013 et c'est un complexe scolaire inclusif qui accueille aujourd'hui 740 enfants, dont 20 élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme et 200 élèves venant de familles à très faible revenu. La structure comprend une crèche à horaire flexible, une école maternelle et un cycle primaire. Et nous sommes présents dans 2 quartiers de Ouagadougou, à savoir Dassasgo et Djikofe, qui est un quartier en zone hors lotissement. Je ne suis pas seule, évidemment. Je suis accompagnée par une équipe très engagée, très investie,
de 40 membres, dont 35 femmes, qui, à mes côtés, font de l'école le lieu par excellence de réduction des inégalités sociales, mais surtout le lieu où nous formons donc avec du cœur et de la passion les leaders de demain. Quand nous parlons d'éducation, nous parlons de co-construction de l'avenir de notre pays. C'est un engagement qui me parle énormément. C'est un engagement qui est porté par tous mes collaborateurs. Donc voilà. Depuis 2021, qu'est-ce qui a changé à Malaika's Garden? Est-ce qu'il y a eu de grands changements? Non, je l'avais déjà dit en 2021, on avait déjà atteint nos capacités d'accueil maximales. On n'a pas plus d'enfants. On n'a pas forcément on n'a pas forcément augmenté notre impact. Est-ce qu'on a réussi à construire notre école? Est-ce qu'on a eu enfin ce financement-là? Je dirais non. Et ce qui a un peu changé, c'est que nous avons pu formaliser la méthode Malaïkas, qui, comme je l'avais dit dans la capsule, s'inspire de la méthode de Maria Montessori, qui est une méthode qui se veut active et qui place l'enfant au cœur des apprentissages. Donc, la méthode Malaïka est formalisée, elle n'est pas encore protégée juridiquement, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais ça a été cette grande avancée en 2 ans. Pouvoir écrire, pouvoir formaliser tout ce que nous faisons afin de pouvoir, dans les années à venir, partager la méthode Malaika's Garden avec d'autres structures éducatives. Tout ça dans le cadre du rayonnement de notre pays et du rayonnement futur de notre continent. Merci. Ok, merci Fanta pour ta présentation. Est-ce que parmi les participants, je pense que comme on n'est pas très très nombreux aussi, vous pouvez spontanément lever la main et puis intervenir directement. C'est pas forcément des questions. Si vous voulez, voilà, si vous avez un commentaire, une remarque, quelque chose à partager à Fanta ou sur aussi les épisodes que vous avez vus. Donc, il y avait aussi l'épisode sur Zoé Academy aussi. On peut aussi échanger là-dessus. Euh, n'hésitez pas à intervenir directement. Vous n'avez pas de questions. Merci. Ah, nous avons une question pour toi. Fanta, au regard de ta cible, est-ce que les tarifs de l'école sont accessibles? Est-ce que les tarifs de l'école sont accessibles? Voilà, je pense que vous avez un peu répondu à la question dans le chat. Nous sommes dans un quartier en lotissement et la scolarité à l'école de Djikofé coûte 40 000 francs l'année, euh, soit peut-être 15 000 francs de plus que les tarifs dans une école publique de l'État. Donc, je me dis que oui, les tarifs sont bien étudiés parce que notre souhait, ce n'est pas de faire de Malaikas Garden une école pour les enfants de famille à revenus très élevés. C'est loin de notre positionnement et c'est loin de l'engagement que nous portons. Et nous avons un modèle économique qui est assez atypique parce que nous avons 2 écoles dans deux quartiers différents. Tassasgo, où la scolarité est un peu plus élevée qu'à Djikofé, et soit 200 000 francs l'année scolaire pour la maternelle et 175 000 francs l'année scolaire pour le primaire. L'accessibilité dépend aussi du regard qu'on porte et aussi du revenu de chaque famille. Pour moi, Maleka's Garden est assez accessible au moyen des Burkinabés, que ce soit à Djikofé ou à Dassasgo. Si par rapport à ce qu'on fait, dans d'autres écoles, on avoisinerait facilement les 500 000 l'année ou même le million l'année scolaire. Et selon l'étude de marché qu'on a fait, en tout cas pour moi, l'école est accessible, mais les parents pourront mieux répondre à la question que nous en tant que promoteurs, hein. Merci. Ok, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main.
Allez-y, je vous laisse poser votre question. Alors, soit, Bonsoir. ma question est pour Malega Garden. Vous m'entendez bien? Oui, Ok, ma question pour Malika Garden, vu qu'il y a des enfants aussi qui ont une certaine particularité, je vais pas dire le truc, mais vu qu'il y a des enfants qui ont une certaine particularité, vu le profil des enfants et autres qu'ils accueillent, et au niveau du système de santé, est-ce que c'est pris en compte dans déjà ce que Malaga Garden propose ou alors c'est juste l'éducation? Je sais qu'il y a quand même un niveau un peu plus avancé que qu'on pourrait dire que Malika Garden a su en termes d'éducation, notamment à la citoyenneté et autres, vu ce que j'ai vu, mais au niveau du système de santé, lorsqu'un enfant qui a peut-être une maladie un peu particulière vient faire une crise à l'école, qu'est-ce qui se passe et autres? Je n'ai pas vu ça dans le capsule. Peut-être que c'est moi qui ai raté cela. Merci. Monsieur Mbra, merci beaucoup pour l'intérêt. Malaikas Gardens sont avant tout une structure éducative, bien vrai que nous parlons d'inclusion scolaire et nous nous arrêtons à la prise en charge éducative des enfants, à leur bien-être, leur épanouissement. Mais quand il s'agit des questions de santé, ce sont les professionnels de santé. Chez nous, lorsqu'il y a une urgence, les parents ont on a déjà un protocole donc des process. Qu'est-ce qu'on doit faire en situation d'urgence? Évidemment, c'est d'envoyer l'enfant dans l'hôpital le plus proche de l'établissement. Dieu merci, nous ne sommes pas très loin de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. On a aussi une clinique partenaire pour des cas moins graves, comme si on a besoin de points de suture. Mais l'école à l'interne a une infirmière au quotidien aussi. Donc, c'est elle qui juge le niveau de gravité des urgences là. Sinon, on ne peut pas jouer le rôle des médecins et puis voilà quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Fanta? Moi, j'avais une question par rapport à la formalisation de la méthode. Euh, du coup, ça signifie que vous avez écrit en fait voilà, sur la pédagogie qui est utilisée, sur toute votre approche. Mais du coup, l'objectif derrière, est-ce que tu peux un petit peu le préciser? L'objectif, c'est de proposer cette méthode à d'autres établissements éducatifs, c'est ça? Est-ce que tu peux un petit peu détailler? En fait, c'est quoi l'objectif derrière j'imagine qu'il y a aussi un lien avec l'objectif d'impact. Est-ce que tu peux un peu euh, expliquer pourquoi, en fait, c'était important de formaliser cette méthode-là? Merci Agathe. En tant qu'entrepreneur social qui certes répond à un besoin social et qui, en tant que structure, en tant qu'initiative privée, doit faire peut-être des revenus du bénéfice. Mhm. Et c'est avant tout un combat, c'est avant tout une cause qui nous parle et qui nous booste. Et me concernant, j'avais envie d'une école autrement, une école qui, au-delà de la formation, de l'intellect, qui, au-delà de développer les compétences cognitives, pouvait aller plus loin et développer aussi les compétences émotionnel. Je crois qu'aujourd'hui, sur un CV, ce n'est plus le master, le doctorat ou le bachelor qui fait la différence sur un CV, mais c'est plus le côté humain. Qu'est-ce que tu peux apporter à notre entreprise? Et ce que tu peux apporter à notre entreprise, c'est pas forcément, c'est les compétences théoriques. Et aussi, en tant que pays sous-développé comme le Burkina Faso,
Je pense qu'on a besoin d'avoir des futurs citoyens qui ont envie de faire rayonner notre pays. On parle de révolution, révolution économique, révolution politique, mais tout ça ne peut pas aller sans cette révolution humaine. Je vais prendre un peu un exemple qui est récent. Le parcours des étalons à la CAN. On a tous décrié le fait qu'il n'y a pas eu cette volonté-là, cette volonté de faire rayonner le drapeau du Burkina Faso lors de cette compétition, de faire réjouir le peuple burkinabé. Et je crois que c'est cette même fille patriotique-là que nous avons envie d'inculquer aux élèves du Burkina Faso dès les jeunes âges. De telle sorte que dans 10 ans, dans 20 ans, on se retrouve avec des médecins qui savent qu'ils ne vont pas que soigner un malade, des éducateurs qui savent qu'ils ne vont pas que, voilà, faire un travail pour avoir un salaire à la fin du mois. Quand on est, comme mon collègue Aimé qui est là, quand on est, que ce soit des agriculteurs ou comme des acheteurs, qui savent que nous ne sommes pas là que pour peut-être produire, mais donc produire, il y a l'autosuffisance alimentaire de notre pays, il y a aussi le fait qu'on souhaite que voilà, chaque agriculteur puisse vivre dignement de sa récolte et de son travail. Et pour y arriver, Malika Garden à elle seule ne peut pas. Nous ne pouvons accueillir qu'un maximum de 700 enfants sur l'ensemble de nos 3 sites. Est-ce que 700 enfants pour une promotion qui dure 9 ans, est-ce que ce sera assez pour impacter le Burkina Faso comme on le souhaite? Je pense que la réponse est non. Et pour moi, pour accroître notre impact, il faut qu'on puisse partager les impacts, les avantages de Malaika's Garden avec d'autres structures pour pouvoir accroître le nombre ou l'effectif des citoyens modèles, des citoyens patriotes dont nous rêvons pour notre pays. Et ce partage-là passait nécessairement donc par une formalisation de notre méthode parce que c'est nouveau. En tant que précurseur, ça peut être ne pas être bien compris. Et même à l'interne, certains parents d'élèves ne comprennent pas toujours le positionnement de Malaika's Garden. Donc, écrire tout ça et partager ce que nous faisons avec d'autres écoles du Burkina Faso ou pourquoi pas d'autres pays voisins en Afrique. C'était vraiment indispensable pour moi et c'est un travail de longue haleine. Je remercie une fois de plus la fabrique qui nous a donc mis en contact avec cette structure, cette université-là où des jeunes de façon bénévoles et dans le cadre de leurs études, nous a accompagnés avec mon mentor de l'époque, Virginie, à pouvoir écrire dans un document d'une trentaine de pages tout ce que nous faisons à Malaika's Garden. Oui, donc c'est dans l'intention d'accroître notre impact qu'on a voulu formaliser la méthode Malaika. Merci. Super, merci beaucoup. Et on a hâte de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Et on espère en tout cas que cette approche sera en effet dupliquée et que beaucoup de, d'enfants auront la chance de grandir dans des écoles avec la démarche Malaika's Garden, en tout cas. On va peut-être prendre une dernière question, s'il y a une dernière question avant de passer à la santé. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Oui, il y a une dernière question. Ange Martial Nébier, vous pouvez y aller. Bonsoir la fabrique, bonsoir Fab Academy. Merci pour cette belle initiative. Moi, c'est un plus, un apport que j'allais ajouter au lieu d'une question. Malaika Garden, c'est une très très belle initiative pour les enfants, les tout petits et ainsi de suite. Maintenant, le souci, c'est quoi? La plupart des gens, moi, j'ai été enfant, donc je connais l'âge qui est un peu adéquat pour les enfants parce que l'âge entre 13 à 17,
18 ans, c'est l'âge pendant lequel l'enfant apprend à se connaître encore plus. Il apprend à savoir qui il est, qui il a appelé à devenir. Donc, si la méthode Malaika Guardian était vraiment un peu plus pointue sur cette tranche d'âge également, ça leur permet de toujours garder cette citoyenneté euh, burkinabé qu'elle véhicule. Sinon, bon, l'enfant va acquérir des compétences dès son bas âge, mais plus il grandit, plus la société l'influence, plus il y a certains aspects qui viennent le faire dérouter. Donc, si on pouvait vraiment maintenir cette méthode pour des âges assez plus avancés, ça allait être intéressant. C'est ma proposition. Merci. Merci, Monsieur Martial, pour votre apport. Je vous soupçonne d'être un parent d'élève, hein, je plaisante. Non, Eh bien, je suis pas encore marié, je suis pas encore marié, j'ai pas d'enfant non plus. je plaisantais parce que oui, Merci, merci. évidemment, les parents d'élèves nous font la même proposition. Ils sont dans la même vision que vous. Mais bon, pour le moment, c'est plus le primaire, la maternelle, les moins de 12 ans qui me parlent, qui me passionnent parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de la passion et beaucoup d'amour dans ce que je fais. Et dans mon esprit, l'échec de l'élève, c'est l'échec de l'enseignant, c'est l'échec du système éducatif, c'est l'échec d'un modèle familial et pas forcément l'enfant qui est responsable. Du coup, c'est tout un processus pour aller vers des niveaux plus élevés. Quand on sait les défis d'un enfant adolescent, tout ce qu'il y a comme influence externe et tout, ça nécessite nécessairement une préparation. Donc, pourquoi pas dans l'avenir? Note ça quelque part. Merci. Je ne dirais pas non, hein, parce qu'on travaille pour les enfants. Et si c'est important pour les enfants, peut-être qu'on le fera. Donc, je mets entre guillemets. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci, beaucoup, merci à Fanta. vous. Merci beaucoup, Fanta. Merci beaucoup pour tes réponses aux questions. Et en tout cas, ça fait très plaisir de te retrouver. Je propose qu'on passe maintenant au deuxième thème. Et donc, ce soir, on a la chance de recevoir Gérard Nyondiko, qui est le cofondateur de Maya Africa. Gérard, tu es là? Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Ok. là. Ok. Du coup, je propose que, un petit peu comme Fanta, tu peux rapidement te représenter, dire trois mots sur Maya. Normalement, les gens connaissent déjà Maya et peut-être un petit peu les avancées qu'il y a eu peut-être depuis 2021. Et puis ensuite, euh, vous pouvez toujours laisser soit vos questions dans le chat, soit lever la main directement pour poser les questions à Gérard. Merci beaucoup. Gérard, je te laisse la parole. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être là et bravo à Fanta pour ce qu'elle fait. Moi, c'est Gérard Niandiko. Je suis le cofondateur de Maya. Maya, c'est quoi? C'est Maya Africa, qui est une entreprise engagée dans la lutte contre le paludisme. Où nous travaillons pour s'appuyer sur les habitudes quotidiennes de la population pour arriver à proposer des solutions qui seraient en train de dans nos habitudes afin de pouvoir mieux se protéger. Et je sais que beaucoup connaissent le parcours, ont suivi l'évolution de Maya. Avant d'arriver à la pommade, on était sur un savon, mais juste parce que notre but est d'arriver à avoir un impact sur le paludisme et faire quelque chose que la population va utiliser. Euh, c'est ça qui nous a amené de changer de produit, de se faire sur la pommade. À vrai dire, je n'ai pas pu visionner ce que j'avais dit en 2000. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? 2021, on était encore une très petite équipe. On s'est focalisé beaucoup sur le Burkina Faso. Euh, et depuis 2021, à la date actuelle, Maya a
beaucoup bougé. Je peux dire que si je prends au Burkina, on a continué de travailler, d'amener le produit dans la main des personnes qui en ont beaucoup plus besoin. Et si je parle de ça, euh, en travaillant sur les canaux classiques de distribution, notamment dans les pharmacies, pour disponibiliser le produit dans les points de vente. Mais ce qui a été une nouveauté cette année, c'est que nous avons beaucoup travaillé pour trouver des moyens d'amener le produit beaucoup plus en milieu rural. Parce que si vous voulez avoir un impact sur le paludisme, il faut beaucoup protéger les personnes en milieu rural. Euh, le paludisme est beaucoup, et l'incidence du paludisme en milieu rural est 4 fois plus élevée que dans le milieu urbain. Et alors qu'on sait que dans le milieu urbain, en milieu rural, il y a difficulté d'acheminer des produits de première nécessité. Donc, nous avons notre préoccupation, c'est d'avoir un impact vraiment sur le paludisme. Et c'est ça qui a fait que nous avons travaillé sur ce projet d'amener vraiment le produit en milieu rural. Et je peux dire que à date, cette année, nous sommes à peu près 500 000. Voilà un peu. Et l'autre nouveauté, c'est que nous avons dépassé les frontières du Burkina. On a commencé à s'étendre au Mali, euh, où nous avons déjà commencé à commercialiser le produit là-bas. Le produit est disponible dans plus de 500 points de vente au Mali. Voilà un peu de façon ramassée ce que nous avons fait et que nous continuons de faire. Nous espérons que cette année, on va aller plus loin encore en touchant d'autres pays, euh, notamment dans les régions où le pays fait beaucoup plus de victimes. Merci. Ok. Gérard, on n'entend pas très bien. Le son n'est pas très stable. Je ne sais pas s'il y a un moyen de tester une autre. Je ne sais pas, est-ce que bon, je peux essayer avec des écouteurs, mais Ouais. OK. Donne-moi une minute. Ouais. En attendant, les participants, si vous avez des questions pour Gérard, voilà, sur Maya, sur le parcours de Gérard, euh, sur comment aussi Maya, sur son impact, etc. N'hésitez pas. Euh, Si vous avez aussi des remarques, des choses à partager à Gérard, vous pouvez, qui ne sont pas forcément des questions, vous pouvez aussi le faire. Euh, alors, donc on a une première main levée. Vas-y, essaye. Ouais. Je ne sais pas si c'est mieux Oui, c'est avec... mieux. C'est mieux en tout cas à mon niveau, ouais. OK. Mhm. Je Alors, s'arrête. on avait une première main levée. Euh, allez-y. C'était, on a deux mains levées. Il y avait Ange Martial Nébier qui avait levé la main. Donc, allez-y, je vous laisse prendre la parole. Le micro est coupé. Bonsoir. Voilà. Ma question, qui c'est réagit. Ah, attendez, on va déjà laisser la parole à Monsieur Nébier. Euh, euh, Rebonsoir. Oh, bonsoir. Oui, moi d'abord, après avoir suivi votre vidéo, votre prestation, j'ai vraiment apprécié votre ténacité, le fait que vous avez cru en vous dès le début. Vous avez cru pendant des années, vous avez travaillé à changer la méthode jusqu'à trouver un produit fini. Vraiment, merci, merci pour l'énergie que vous nous donnez à nous, la jeunesse qui tient à prendre des pas comme vous. Maintenant, je sais pas, souvent il y a des personnes qui ont des peaux assez délicates, qui sont pas adaptées
à certains produits, produits comme des pommades et tout. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu des, des gens qui vous ont fait part que la pommade n'est pas adaptée à leur peau? Et est-ce que ces derniers, vous trouvez une alternative pour vraiment prendre en compte les différentes peaux pour faire, pour encore donner de la valeur ajoutée à vos produits? Merci. Je sais pas, je réponds une à une ou faut... Oui, 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 tu peux Ok. répondre. Mm. Merci, merci Martial. Bon, ben, quand on parle d'entrepreneur, il faut la ténacité, sinon ça ne marche pas. Merci pour les encouragements. Et en tout cas, tout ce qui veut s'engager dans le chemin de l'entrepreneuriat, on vous souhaite beaucoup de courage. Il faut s'armer de courage avant de commencer. Euh, alors, pour répondre à ta question, jusque-là, ça fait plus de 4 ans que le produit est déjà sur le marché. Nous n'avons jamais reçu aucun retour des gens qui disent que le produit crée des désagréments sur la peau. Par contre, je peux vous donner certains confidents qui vient en milieu rural, ça beaucoup. Déjà, nous remonte d'autres vertus au-delà de la protection anti-moustique qui bénéficie. Et c'est pour cela qu'on avait travaillé effectivement dans la formulation pour faire un produit d'abord cosmétique agréable à utiliser, qui peut substituer les autres produits que les gens utilisent. Donc, ça, on n'a pas eu et on a tenu compte effectivement de la sensibilité. Si je parle de la sensibilité, il faut prendre les tout petits, les enfants. Nous, dans nos études scientifiques des effets toxicologiques, on a tenu compte que les gens peuvent les utiliser même sur des nourrissons. Et donc, nos études montrent qu'il n'y a pas aucun risque euh, d'utilisation sur ces peaux très sensibles. Je parle des peaux des nourrissons. Et ça se confirme parce que, comme je disais, on a déjà 500 000 unités qui sont déjà consommés par les utilisateurs de Maya et on n'a aucun retour négatif sur des effets néfastes sur la peau. Plutôt beaucoup d'autres effets que les gens nous disent que ça aide à, à adoucir leur peau. Et, bon, ça n'éclaircit pas, ce qui est intéressant, mais ça rend le peau vraiment agréable à être utilisé. Oh, ok, merci Gérard. On va prendre la deuxième question. Il y a une deuxième personne qui a levé la main. Monsieur Moura, je pense. Oui, ok, très rapidement, moi, ma question, c'était au niveau de la présentation de M. Gérard dans, comment on appelle ça là, et la séquence, c'est plus trop séquence 7 ou bien séquence 8, mais il a parlé des études qui devraient ultérieurement être menées pour voir un peu le taux de palu ou bien de vie que Maya arrive à sauver. J'aimerais savoir si l'étude a été menée ou bien si jusqu'à présent on n'a pas encore mené l'étude. S'il a pu réaliser l'étude, quelles en sont les principales conclusions de l'étude? Merci. Merci pour la question. Euh, on avait deux grandes études qui sont envisagées. Et je pense qu'en 2021, il y avait une grande étude qui était en cours, qui a touché plus de 3500 ménages. Mais le but principal, c'était d'arriver à évaluer la capacité des ménages à acheter et à utiliser le produit. Et les résultats de cette étude sont sortis. Je pense que ceux qui ont pu suivre sur la télé avant la fin de l'année, on a fait une restitution sur cette étude qui montre une acceptation favorable de la population quant à l'utilisation de Maya. Et c'était l'adoption d'abord. Est-ce que les gens adhèrent? Est-ce que les gens adoptent le produit? Est-ce que les gens l'utilisent? Et quel est l'impact que le prix peut avoir? Ce que les résultats de cette étude, ce qui est normal, nous montre que plus
le produit est accepté, mais ce qui peut être le frein, c'est quoi? C'est le prix. Et c'est pour cela que ça, c'est important pour nous. Ça nous donne des outils pour pouvoir faire des plaidoyers auprès de certaines structures, aux bailleurs ou aux autorités même, pour voir, vu que le produit a un impact et que ça peut protéger la population, que la population puisse l'utiliser, euh, le rendre accessible à ces différentes catégories de population. C'est ça qui a amené ce projet que je crois que nous sommes en train de mener, par exemple, en milieu rural, pour arriver à faire l'expérience du produit à ces populations les plus exposées au pari. L'autre élément qui sort de cette étude, c'est que dans cette étude, on montrait que il y avait trois niveaux de prix. Il y a même ceux qui avaient bénéficié du produit gratuitement, mais ceux qui ont fait l'expérience des produits, contrairement aux autres euh, projets qui se passent où on donne gratuitement les produits, l'année suivante, quand on est reparti et interrogé les ménages qui ont reçu la gratuité, c'était eux qui payaient plus le produit la saison, l'année suivante. Ça, c'est quand même très intéressant et un élément important qu'on peut utiliser pour faire des plaidoyers, pour convaincre, par exemple, des ministères de faire des dons gratuitement aux populations pour qu'ils fassent l'expérience, parce qu'en retour, ils vont se protéger. Maintenant, mais c'est des études qui coûtent énormément cher. L'étude qu'on n'a pas encore fait, c'est l'étude épidémiologique où il faut arriver à suivre une population avec des méthodes strictes pour évaluer comment ils vont utiliser et arriver à évaluer combien de cas de palu on a pu éviter. On a beaucoup dans cette étude des retours de population qui disent qu'ils n'ont pas eu de palu. On a fait aussi des tests, mais ce n'était pas l'étude épidémiologique stricte. Nous sommes toujours à la recherche des fonds pour faire une étude épidémiologique en sens de forme, pour nous arriver à dire, par exemple, la combinaison de Maya avec le moustiquaire utilisée correctement, on arrive à sauver 2 vies, on arrive à éviter 3 paris sur 5. Voilà, on n'a pas encore, c'est l'élément qui manque et nous sommes toujours à la recherche des, des financements pour pouvoir faire cette étude. Parce que c'est des études qui coûtent énormément cher par rapport à protéger déjà les populations en tant qu'entrepreneur social et continuer à se battre pour ces études. Donc, la priorité, on va d'abord aller amener le produit aux mains de ceux qui en ont plus besoin. Voilà. Mais on n'a pas oublié quand même de chercher, on continue de travailler pour trouver des canaux pour pouvoir faire ces études. Ok, super, merci. Oui, c'est la problématique de la mesure de l'impact social concerne toutes les entreprises sociales et c'est souvent des études qui sont assez complexes à mener, mais qui sont totalement essentielles pour, euh, pour grandir en tant qu'entreprise sociale. Euh, Effectivement, j'allais juste donner un ordre d'idée, par exemple. On a le protocole, mais les centres qui doivent conduire cette étude, on demande 1,5 million. Donc, si j'ai cet argent, dollars, donc, ok. on prendra que il faut d'abord amener Maya dans tous les villages avant d'avoir de revenir faire. Voilà, c'est Ok, pas facile. ok. On va prendre une dernière question avant de passer à la troisième thématique rapidement. Monsieur Nébier, là encore. Allez-y. Le thème est tellement fascinant. Et voilà, donc maintenant, euh, j'aimerais savoir, pour être un distributeur du produit Maya ou bien un revendeur, comment ça se passe? Tu nous appelles et on te donne les conditions et puis tu deviens distributeur, il n'y a pas de problème. C'est ouvert à tout le monde. Comme ça. Ouais. Mais Quel déjà, pourrait... il faut dire que, par exemple, on a déjà
des revendeurs relais, des grossistes au niveau du marché, ce qui a permis que, par exemple, cette année, le produit puisse aller encore plus loin en profondeur parce qu'il y a déjà qui peuvent s'approvisionner directement avec nous, mais aussi peuvent s'approvisionner au niveau du marché central. On a des points de vente, des grossistes qui proposent Maya dans leur gamme de produits, notamment les grossistes cosmétiques. Mais aussi, vous pouvez venir directement, vous pouvez passer aussi par la fabrique et aussi, ils peuvent vous servir. Ou bien, Agathe, je pense. Hein. Oui, oui, tout à fait. Nous aussi, on fait partie des revendeurs de Maya déjà. Ouais. Ok, merci beaucoup Gérard. Je vois que le temps file, donc je propose qu'on passe à la troisième thématique. Merci beaucoup Gérard d'avoir répondu aux questions Bon, et merci. bon vent à Maya. Merci, merci bien. Merci. Beaucoup de courage à nous tous. En tout cas. Aimé, tu es là? Oui, Ok. Alors, du je coup, suis bien là. on va passer, super, on va passer maintenant à la troisième thématique. Donc, c'était entrepreneuriat social et agriculture. Donc, il y avait deux vidéos, une vidéo de Razak Belemnegré sur l'agroécologie et la vidéo d'Aimé qui expliquait Green Hope et la solution YOLC qu'ils ont pu développer. Du coup, Aimé, tu peux te présenter rapidement. D'accord. Et puis peut-être parler rapidement en quelques mots de YOLC, et puis on prendra les questions. Et puis à la toute fin, tu pourras peut-être répondre aux questions qui étaient posées euh, au niveau de la vidéo de Razak, si ça te va. D'accord. Merci, Agathe. Ça marche. Oui, ça peut aller comme ça. Ok. C'est un peu difficile de se passer. Pardon, il y a plus de... Je disais que c'est toujours intimidant de passer après Fanta et Gérard, mais on va essayer de gérer. Je suis Aimé Kaboré, cofondateur de Green Hope. On est davantage connu pour notre service qui s'appelle YOLC, où à la base, nous, ce qu'on on a voulu faire et où on a voulu se fixer comme objectif, c'est de se dire en fait que pour un pays comme le Burkina, que l'on dit agricole, comment on fait en sorte que ceux qui produisent pour nous nourrir ne meurent pas eux-mêmes de faim. Quand on parle du principe en fait que sur 5 familles agricoles, aujourd'hui, il y a 3 qui n'arrivent pas à manger, alors que ce sont ces derniers-là qui sont censés produire déjà pour nous nourrir et pour créer en fait toute la plus-value dans l'économie. Et, et 2021, je présentais déjà YOLC en disant justement que c'était le fait que les producteurs n'avaient pas assez de crédit, que les producteurs n'avaient pas assez de techniques de production, etc. Et ça, c'était notre approche de base. Pour se rendre compte, en fait, un peu plus tard, qu'il y avait quelque chose qu'on avait omis et qui était en fait le fondement de tout. C'est qu'il ne faut pas partir du principe en fait que c'est le producteur au pauvre producteur qui est tout gentil et qu'en fait tout le monde essaie de le spolier. Malheureusement, nous sommes dans une société où chacun est devenu extrêmement individualiste et qu'on essaie en fait de tirer le maximum. Le commerçant va essayer d'attraper le maximum qu'il peut avec le producteur, mais parfois aussi le producteur, quand il a l'occasion en fait de taper le commerçant, il n'hésite pas. Euh, donc, on se demandait franchement en fait comment il fallait qu'on se positionne pour essayer en fait de faire de l'agriculture justement un métier qui nourrit son pratiquant. Et finalement, ce qu'on a décidé de faire au bout de 2 ans, c'est de se positionner nous-mêmes en fait comme déjà sur le marché en faisant quoi? Premièrement,
Premièrement, en fait, en se disant, à partir du moment où le pratiquant, le producteur, en fait, reprend toute la maîtrise de sa production, ça veut dire, en fait, que il connaît son travail, il maîtrise, en fait, toutes les techniques et surtout, il a la conscience et la conviction qu'une fois qu'il a produit, il va avoir, en fait, son marché. Ça lui permet clairement, en fait, de pouvoir travailler avec beaucoup plus d'aisance. Euh, pour, pour, pour illustrer un peu, pour quelqu'un qui veut élever des poulets et qui sait en fait qu'à la fin du cycle d'élevage, qu'il a quelqu'un avec qui il va vendre et que cette personne en fait lui garantit un prix rémunérateur, rendez-vous compte en fait que le même producteur trouvera les ressources et les voies et moyens en fait pour pouvoir accroître sa production et continuer en fait à gagner. Donc, du coup, nous avons changé notre approche en nous fixant, du coup, trois piliers. Le premier pilier étant d'améliorer le prix d'achat au producteur. Et comment ça se fait? C'est-à-dire que nous essayons de rapprocher le producteur du consommateur le plus possible. Vous prenez, je reste sur l'exemple du poulet. Un poulet que l'on achète à 4 000 francs grillé à Ouaga. Je ne vais pas citer une autre marque pour ne pas faire moi-même de la concurrence. Vous l'achetez à 4 000. Ce même poulet, en fait, va traverser Ouaga et certainement quelques villages. On peut être acheté à moins de 2 000 et parfois tout au plus à 2 200 à, à un éleveur. Donc, entre 2 200 et 4 000 francs, vous avez plus de 1 800 qui flottent. Et ces 1 800 souvent sont distribués entre les intermédiaires et les transformateurs. Donc, ce que nous avons fait, c'est de nous positionner en fait comme acheteurs même de cet éleveur pour revendre directement aux consommateurs. Du coup, au lieu d'avoir 4-5 intermédiaires, il ne reste plus que 1 à 2 maximum avant que vous ne puissiez avoir le poulet dans votre assiette. Cela permet quoi? Cela permet en fait à nous de, en réduisant le nombre d'intermédiaires, d'augmenter du coup les marges qui sont reversées aux producteurs. Pour rester dans l'exemple, le poulet qui était acheté à 2 200 par des intermédiaires avec des producteurs de poids, nous l'achetons à 2 700. Donc, ça veut dire que nous faisons un surplus de 500 francs. Pas parce qu'on est seulement gentil, mais seulement, en fait, ça répond à une logique, à une démarche que nous avons. Derrière ça, une fois on a établi, en fait, ce postulat, on s'est dit, se contenter d'acheter et revendre, en fait, c'est bien. Il y a une limite, en fait, que nous ne pouvons pas dépasser parce que le produit n'est pas transformé. Et c'est dans ça, en fait, que le deuxième pilier de transformation que nous avons établi, c'est justement d'investir, en fait, dans la transformation qui va rajouter de la valeur au produit. Ainsi, nous avons décidé de lancer des marques fortes de consommation. Nous avons déjà fait le premier pas sur la volaille en installant un centre d'abattage et en créant notre marque qui s'appelle La Bicyclette avec slogan où nous voulons devenir en fait le leader du poulet local au Burkina. Donc, à travers cette marque, nous arrivons en fait à proposer du poulet abattu frais que nous emballons entier et que nous proposons directement à la consommation ou à des professionnels de la restauration. Cette transformation primaire, en fait, nous permet du coup de pouvoir, en fait, toucher plus de monde et de pouvoir ajouter la plus-value. Nous allons continuer cette étape de transformation et cette année, vous verrez en fait des points de grillade qui vont apparaître un peu partout à Ouaga et dans d'autres villes afin de pouvoir justement continuer à maîtriser la structure de construction du prix. Si nous maîtrisons le marché, si nous maîtrisons les canaux de distribution, nous pouvons donc garantir à nos producteurs des prix qui sont toujours rémunérateurs. Et enfin, le troisième pilier, nous revenons à ce que les gens connaissaient de Yolse, c'est appuyer les producteurs à accroître leur production. Donc, une fois que nous savons comment vendre, une fois que nous savons où vendre, il s'agit maintenant d'aller pousser le producteur à accroître sa production sans risque d'avoir des méventes. Donc, dans cet aspect, ce que nous faisons, c'est de pouvoir accompagner les producteurs à accéder à des intrants de qualité. Donc, nous agissons comme une centrale d'achat en achetant en fait les intrants de façon groupée. Ça permet en fait de proposer ces intrants aux producteurs à des prix réduits. Et également en leur permettant d'avoir en fait des systèmes de paiement
paiements en fait qui sont échelonnés. Nous permettons par exemple à des producteurs de recevoir des intrants à crédit et de pouvoir le rembourser avec une partie de leur production. Voilà en fait ce que je pouvais déjà dire de Yolse et de ce que nous faisons, nous avons fait au cours des 2 années. Si je vais donner en termes de chiffres, nous avons lancé notre marque de poulet bicyclette en décembre. Au mois de décembre, nous étions pratiquement à 4000, 5000 poulets par mois. Aujourd'hui, en fait, nous, nous vendons autour de 300 à 400 poulets par semaine et nous espérons, avec ce que je viens de vous dire, nous avons d'autres projets dans le sac. Nous espérons atteindre 3000 poulets abattus et commercialisés par semaine d'ici la fin de l'année, et ce qui va nous permettre d'accompagner 1000 éleveurs. Nous faisons également la même stratégie pour ce qui concerne l'oignon, où nous nous apprêtons à lancer notre deuxième marque sur l'oignon du coup, en accompagnant 400 maraîchers à pouvoir accéder à le marché, à pouvoir accéder à des aides. Et enfin, c'est de rappeler que de tout ce que nous faisons, l'objectif ici, c'est nous assurer que d'ici à la fin de 2026, donc d'ici à ce qu'on boucle en fait notre cycle de 3 ans, parce qu'on l'a démarré l'année passée, nous puissions accompagner 5000 éleveurs et agriculteurs à augmenter leurs revenus durablement d'au moins 30%. Voilà ce que je pouvais dire de Yolse, de la bicyclette. Je ne peux pas prononcer le nom de la marque de l'oignon parce que nous sommes toujours là-dessus. Mais voilà, ce qui s'est déroulé pour nous en fait durant les 2 années qui se sont écoulées. Merci. Merci, Aimé. Est-ce que vous avez des questions pour Aimé, pour ce qu'il vient de présenter, du coup, qui est un petit peu différent? Bon, c'est toujours le même objectif, mais on va dire le comment vous le faites a un petit peu bougé. Voilà, on a une question. Quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées avec les producteurs au début de Yolse? On revient à l'historique. D'accord. Oui. Euh, Merci, Monsieur Zungrana. Au début de Yolse, en fait, ce que nous faisions, c'était de se dire, en fait, que les producteurs avaient du mal à accéder aux intrants et donc il fallait les aider à avoir du crédit. Donc, nous nous positionnons entre les producteurs et les institutions de microfinance en servant en fait de garantie, de caution morale pour que les producteurs accèdent à ces crédits. Donc, ils prenaient les crédits, ils produisaient et après la commercialisation, ils devaient nous rembourser. Le problème qu'on rencontrait dedans, je vais rester sur la volaille parce que c'est beaucoup plus probant. On avait un kit, par exemple, qu'on appelait kit démarreur, où le producteur recevait à crédit, du coup, 1000 poussins, des aliments, etc. Et c'est une fois que le poulet atteint la maturité, à l'achat, on devait défalquer le coût du crédit, du coup, et le reverser, en fait, sa marge. Vous avez des producteurs, des éleveurs, en fait, qui viennent lorsqu'ils savent en fait que le poulet a grandi et que c'est presque le moment de remettre à Yossé, soit ils vont vendre pour nous dire en fait qu'il y a eu des mortalités, soit ils vont prélever en fait des poulets, aller mettre chez un voisin quand ils savent que notre technicien passe le lendemain. Je me souviens de cette dame qui disait en fait qu'il y a un chat qui est venu manger 96 poussins chez elle et sa voisine est venue également me dire que le même chat a bouffé 96 poussin chez elle. C'était ma première fois de rencontrer un poussin et un chat qui savait compter. Et à chaque fois qu'il atteint 96, apparemment, il arrête de bouffer. Donc, ça nous créait quoi? C'est qu'à la fin, en fait, on avait des impayés. Et c'était à nous alors de rembourser en fait au niveau de l'institution de microfinance, puisque nous sommes la caution. Et derrière, notre business model ne tournait pas parce qu'on n'avait pas de la matière pour commercialiser. Donc, du coup, en fait, on a arrêté le principe de crédit. Et on l'a continué pour ce qui concerne l'oignon parce que c'est plus facile à contrôler. Les producteurs ayant intérêt à eux-mêmes en fait à vendre avec nous. Mais nous avons arrêté de faire du crédit et nous sommes allés plutôt vers le marché pour construire et travailler avec les producteurs qui comprennent la démarche et qui ont envie de travailler avec nous.
Ok, merci. Monsieur Mbra a levé la main. Allez-y. OK, je pense que ça ne devient pas un peu trop à chaque fois, monsieur Mbra. Mais je pense que j'ai quelques remarques, surtout avec les dernières explications qu'il a données. Je pense que ça résout un peu le problème parce que j'ai senti un peu un glissement de l'objet initial qu'on a regardé dans les vidéos et c'est que Yolse vient d'annoncer. Mais avec la dernière explication, je pense qu'on a des éléments de réponse. Donc, on va passer à cela. Maintenant, résoudre le problème aussi d'intermédiaire. Moi, je me dis que est-ce qu'en faisant cela, en réduisant, c'est vrai qu'il faut donner plus de résultats ou bien de revenus aux producteurs, mais est-ce qu'on n'a pas ce risque-là aussi de créer d'autres problèmes? Quand je dis le risque de créer d'autres problèmes, c'est-à-dire on a des personnes aussi qui je ne vais pas dire qu'on fait de ça leur activité, mais ça ressemble à ça. Parce que quand nous nous déplaçons dans les villages, on voit que c'est des personnes qui, depuis des années, accompagnaient ces producteurs. C'est peut-être le modèle dans lequel ils étaient qui fait que le producteur ne recevait pas plus de revenus. Mais on a remarqué aussi que ce sont des personnes qui ont eu, en quelque sorte, un impact sur ces producteurs, qui ont eu à accompagner ces producteurs à un moment donné difficile de leur parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, continuer dans le modèle d'encadrement ne serait pas plus bénéfique pour ces personnes, c'est-à-dire pour le producteur, mais aussi pour ces personnes qui, au départ, accompagnaient ces producteurs. Parce que vu la présentation récente de Yolse, on pourrait comparer Yolse maintenant à une main centrale d'achat et de vente, en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas forcément l'objet D'accord, initial de Yolse, merci. est-ce qu'il n'a pas dévié? Merci. D'accord, merci. Euh, Désolé, en fait, je pense que Agathe dit Monsieur Mbra parce que c'est ce qui est écrit. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'elle prononce ce nom-là. Euh, je comprends, en fait, votre questionnement. Ben, je peux vous garantir, en fait, que l'objet n'a pas du tout changé. On a toujours, en fait, des techniciens qui sont sur le terrain et qui accompagnent, en fait, que ce soit les maraîchers ou les éleveurs. Ce qui a bougé, déjà, en fait, c'est on a inversé, en fait, notre cycle de travail. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait en fait par la production. On commençait par accompagner les producteurs à accroître leur production. Et ensuite, en se disant que justement, on pouvait trouver des intermédiaires, des transformateurs ou des transformatrices avec qui se mettre en relation pour la partie marché. Et c'est à force en fait de buter contre ce mur-là en fait que on a compris que on ne peut pas pousser le producteur à accroître sa production quand on n'a pas en fait la maîtrise justement des circuits de distribution. On n'essaie pas d'éliminer en fait les intermédiaires dans le circuit. Ce qu'on essaie de faire, c'est de leur faire comprendre en fait que en fait, c'est dans la redistribution de la valeur ajoutée qui pose problème. Je connais personnellement en fait des intermédiaires avec qui nous continuons de travailler et qui comprennent en fait que justement, il doit y avoir en fait une juste répartition de cet argent. Comme je vous disais tantôt, quand vous prenez un poulet à 2200, que vous allez revendre à 3000 ou à 3500, alors que tout ce que vous avez fait, c'est de transporter ce poulet, alors que vous avez le producteur qui a investi, qui a dormi en fait dans son poulailler pendant des jours et qui a lutté et qui a perdu même des poussins et qui, finalement, ne reçoit même pas, en fait, 15% de cette plus-value. C'est dans cette redistribution, en fait, que nous trouvons que ce n'est pas du tout équitable. Voilà, et que nous essayons en fait justement de se dire, on n'a pas besoin en fait de prendre plus aux producteurs pour gagner. Ce que nous faisons, ce n'est pas du bénévolat. Quand je dis qu'on achète le poulet plus cher, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de gagner de l'argent, mais c'est simplement qu'on se dit, il ne faut pas être plus roi que la royauté. Donc, il faut faire en sorte que le producteur qui est à la base en fait de cette production gagne suffisamment pour avoir envie et la force de pouvoir continuer pour que toi, intermédiaire ou transformateur, tu puisses continuer en fait ton métier. Voilà en fait ce que nous essayons. Quand vous prenez des questions de proportionnalité, vous avez plus de 7 millions de petits producteurs qui aujourd'hui en fait ont du mal en fait à avoir ne serait-ce que le minimum vital. Donc, est-ce qu'il faut protéger en fait quelques centaines d'intermédiaires
Je dis bien quelques centaines parce qu'il y a certains aussi qui comprennent le principe et qui font une nette redistribution. Faut-il protéger quelques ces centaines, en fait, pour mettre à mal les millions en face? Nous pensons que non. Donc, nous voulons rétablir simplement une nette distribution des ressources. Ok, on va prendre. Il y a encore deux questions. Oui, j'ai deux questions. Ouais. J'ai une question au niveau du chat de Oui. Madame Fatimata. Ouais, je te laisse répondre. D'accord, qui demande par rapport à l'agroécologie. Bon, ça me permet de rebondir sur des questions sur la vidéo de Razak. Il est certainement plus à même de parler d'agroécologie que moi. Mais on demandait dans la vidéo justement, est-ce qu'il y a une différence entre l'agriculture biologique et l'agroécologie? Je dirais oui, très clairement, il y a une différence. En réalité, on peut résumer en fait l'agriculture biologique comme la volonté d'éliminer tout ce qui est intrant de synthèse. Donc, l'agriculture biologique vise avant tout en fait à éliminer toute utilisation d'intrants chimiques. C'est-à-dire, on n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas d'engrais chimiques, on n'utilise pas d'OGM pour avoir en fait une production la plus pure possible, la plus naturelle possible. Ça, c'est l'agriculture biologique. L'agroécologie va plus loin parce que l'agroécologie, en fait, c'est davantage tout un concept. Dans l'agriculture biologique, où on parlera, par exemple, où vous pouvez acheter de l'engrais organique, dans l'agroécologie, on serait tenté, en fait, de produire justement de la matière organique pour le sol. C'est un système de production qui vise à établir, en fait, des moyens de production qui sont résilients et qui sont adaptés, en fait, à la nature. L'agriculture biologique peut être intégrée dans l'agroécologie, pas nécessairement. L'agroécologie étant beaucoup plus large avec des techniques et des systèmes qui s'associent en fait à la nature pour avoir des luttes beaucoup plus naturelles, une production beaucoup plus maîtrisée. L'agroécologiste serait tenté de produire par exemple ses propres semences, il serait tenté de produire en fait ses propres engrais. Voilà, c'est tout un concept, toute une science de vie. Est-ce que vous pouvez travailler avec nous et par contre, la différence, en fait, ici, c'est que nous ne travaillons pas avec des entrepreneurs à faire, avec des agriculteurs individuels. Nous travaillons avant tout, en fait, avec des groupements euh, parce que c'est ça, en termes de coûts de suivi, en fait, ça nous permet de réduire, en fait, les coûts pour nous et ça permet de proposer justement un accompagnement qui ne soit pas cher. Si on doit suivre individuellement une personne, ça va coûter tellement cher en fait que la personne ne trouvera pas en fait une certaine utilité à cela. Je ne sais pas s'il y a une autre question en tête. Je vois monsieur Traoré qui a levé la main. Allez-y. Je vous laisse poser votre question. Et rapidement, parce que je pense que ça va se couper à 19h15. Donc, voilà. Bonsoir. Bonsoir, Je peux? Oui, oui, allez-y. Ok, merci. D'accord, merci vraiment pour la présentation. Et j'ai été beaucoup vraiment ému et intéressé par le modèle d'entreprise qui est proposé. Et puisque de nos jours, c'est un peu de tendance. Maintenant, je voudrais savoir actuellement quelles sont les grandes difficultés qui se présentent à leur niveau et quels sont les axes de développement qu'ils entrevoient dans leur entreprise. D'accord, merci Monsieur Traoré. Alors, tu as 2 la minutes, Aimé. difficulté aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises subissent cela au Burkina. Oui, oui, je vais aller très, très vite. C'est ce que tout le monde subit aujourd'hui, malheureusement, c'est ce rétrécissement en fait, de l'économie au Burkina. Donc, il y a de moins en moins de marché, mais malgré tout, en fait, on se défend, comme on dit. Et aujourd'hui, comme je dis, notre objectif, en fait, c'est de continuer à investir dans la transformation des produits agro-pastoraux parce que
payer de l'oignon pour le revendre directement, simplement en majorant. Pour nous, en fait, ça ne permet pas de développer de l'agriculture. Payer un poulet vivant et le revendre vivant, ce n'est pas ce qu'il faut. Nous voulons transformer pour ajouter de la valeur et de cette façon, en fait, on pourra continuer en fait à garantir des prix élevés à nos producteurs. Donc aujourd'hui, nous investissons dans la transformation et nous investissons dans les canaux de distribution. Ok. Ensuite, il y a une question pour la fabrique, mais je pense qu'on va malheureusement devoir clôturer. Euh, je pense. Ou bien il y a une question à laquelle tu peux répondre rapidement, Aimé. Pour ceux, en fait que je n'ai pas pu répondre, justement, vous pouvez juste aller sur Facebook, vous verrez la bicyclette et on pourra s'écrire en fait en message privé sans problème. Voilà, donc pour répondre à une question qui est posée par rapport à la fabrique, euh, merci beaucoup, Aimé, pour ton intervention, pour tes réponses. Pour répondre à une question par rapport à la fabrique, pour ceux qui sont intéressés de continuer à échanger, etc., n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro WhatsApp. Et puis, voilà, là, par exemple, la personne souhaite poursuivre l'aventure en rendant visite à des entrepreneurs, etc. Il y a pas de souci, vous pouvez nous écrire et puis on pourra aussi vous transmettre les différents contacts que vous souhaitez, etc. Pour clôturer du coup cet échange, je voulais déjà vous remercier tous les trois, Fanta, Gérard et Aimé, de vous être rendus disponibles ce soir. Merci à tous les participants de vous être connectés. J'espère que vous avez mieux compris ce que c'était l'entrepreneuriat social et comment l'entrepreneuriat social peut répondre très concrètement à des défis sociaux. Donc là, on l'a vu dans le domaine de l'éducation, la santé ou encore au niveau de problèmes de revenus des producteurs. Euh, donc pour la suite de la Fab Academy, donc la prochaine étape, c'est l'envoi du quiz d'évaluation. Donc vous recevrez demain matin dans vos boîtes mail et également sur le groupe WhatsApp le quiz d'évaluation à remplir avant jeudi soir. Voilà. Et ceux qui auront 70% de réussite au quiz recevront leur attestation de réussite. Voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi la Fab Academy. On est ravis que vous ayez été aussi nombreux à suivre cette aventure vraiment d'immersion au cœur de l'entrepreneuriat social. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Voilà, on est disponible pour échanger. Si vous voulez venir nous rencontrer, vous pouvez venir. Si vous voulez, voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Euh, et voilà, merci à tous et à très bientôt du coup. Bonne soirée à tout le monde.